Vous êtes sur France 24, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. Voici les titres. À la une, des centaines de personnes ont marché sous une pluie battante à Dakar avec un mot d'ordre, justice contre les crimes commis lors des violences politiques dans le pays entre 2021 et 2024. Au moins 66 personnes avaient été tuées. La correspondance à Dakar en début de journal. Les Lions de l'Atlas rugissent de nouveau. Le Maroc a remporté ce samedi son troisième CHAN. Après une victoire 3-2 contre Madagascar, le Maroc devient la première nation à remporter 3 fois la compétition. Le compte-rendu de notre correspondant à suivre. Enfin, l'Afrique Festival fête ses 20 ans les 6 et 7 septembre prochains au Parc des Princes à Paris. Au programme, concert géant, espace d'échange, projection de films. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir son promoteur Manu Tesseri. L'interview en fin d'édition. Je le disais en titre, malgré la pluie, des centaines de manifestants ont marché à Dakar pour réclamer justice pour les victimes des troubles politiques entre 2021 et 2024 au Sénégal. Au moins 66 personnes avaient été tuées lors de ces manifestations politiques en soutien au Premier ministre actuel Ousmane Sonko et contre l'ancien président Macky Sall. Notre correspondant à Dakar, Eliman Dao, a assisté à la marche. Justice pour nos martyrs est le slogan entonné par les manifestants sous la pluie, il faudrait le rappeler, pour réclamer l'ouverture de procédures judiciaires contre les auteurs de crimes de sang, des actes de torture également durant les troubles politiques entre 2021 et 2024 au Sénégal. Au moins 66 personnes ont été tuées au cours de ces émeutes selon un décompte fait par un collectif de journalistes et 80 selon d'autres sources. Je vous propose d'écouter les manifestants. Depuis 1 an, 8 mois, on n'arrive pas à rendre justice à nos martyrs. Cela veut dire que la lenteur de la justice, vraiment, ça nous préoccupe. Ces martyrs resteront toujours dans nos mémoires. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là à demander à la justice sénégalaise de faire son travail. On veut que la justice soit moins lente, mais pire encore, elle soit beaucoup plus rapide. Parce que les dossiers sont là, les enquêtes sont faites, les personnes sont identifiées. Il n'y a plus qu'à appliquer, ils n'ont qu'à appliquer. Il faudrait dire que fin juillet, le ministre de la Justice a saisi le procureur de la République pour qu'une enquête soit ouverte sur les crimes commis entre 2021 et 2024. Alors on s'arrête au Ghana où un rassemblement panafricain s'est réuni à Accra ce vendredi. L'objectif de cette manifestation soutenue par la Confédération syndicale internationale, l'annulation de la dette des pays africains afin que le continent se réapproprie sa souveraineté financière. Les détails avec Clémence Valère. Vêtus de rouge et de noir, ces manifestants venant de toute l'Afrique expriment leur colère face à une dette écrasante. Depuis 2020, l'endettement extérieur de l'Afrique a plus que doublé pour dépasser les 1 000 milliards de dollars, selon le Programme des Nations Unies pour le développement. Au Ghana, par exemple, la dette extérieure s'élevait à 28,5 milliards de dollars américains en mars 2025, soit plus d'un quart du PIB. Pour beaucoup, ce fardeau financier est insoutenable. Pourquoi les pays africains doivent-ils emprunter à des taux aussi élevés ? Pourquoi la prime de risque pour les pays africains est-elle différente de celle de l'Europe, des États-Unis et d'autres régions du monde ? Nous ne pouvons pas nous développer parce que lorsque nous obtenons de l'argent, nous l'utilisons pour rembourser nos dettes. Nous ne pouvons donc pas construire d'écoles, nous ne pouvons pas subvenir aux besoins de nos enfants, nous ne pouvons pas augmenter les salaires des travailleurs. De nombreux pays d'Afrique subsaharienne sont désormais confrontés à un risque élevé de surendettement et 23 nations africaines consacrent aujourd'hui davantage au remboursement de leurs dettes qu'à la santé ou à l'éducation. L'annulation de la dette nous permettrait de repartir à zéro car l'Afrique se trouve actuellement à la croisée des chemins. Elle nous permettrait donc de revenir à la case départ, de repenser notre stratégie et de nous réorganiser. Les organisateurs de la manifestation ont appelé les institutions financières internationales, les pays créanciers et les gouvernements africains à trouver une solution globale qui permettrait à la fois d'alléger la dette et d'éviter de nouvelles crises financières. Ce samedi 30 août, le Gabon célèbre sa fête de la libération, c'est-à-dire le 2e anniversaire du coup d'État du 30 août 2023 qui a renversé Ali Bongo, mettant fin à 56 ans de pouvoir de la famille Bongo. L'événement est marqué cette année par un discours présidentiel prononcé depuis la ville de Tchibanga. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Souveraineté nationale, unité et mémoire historique, voici les piliers du discours prononcé hier par le président Oligui Nguema depuis Tchibanga. Le choix de Tchibanga pour ces festivités n'est pas anodin. Dans l'histoire du Gabon, cette ville incarne le berceau de la résistance anticoloniale. Économie et réconciliation vibrent cette commémoration. Oligui Nguema a martelé une indépendance politique sans souveraineté économique n'est qu'un leurre. Le Gabon ambitionne désormais de transformer localement ses ressources naturelles, rompant ainsi avec des décennies d'exportation de ces matières premières brutes. Deux visions s'affrontent cependant dans ce nouveau Gabon. Le pouvoir vante un bilan largement positif de ses réalisations, crédibilité retrouvée de ses institutions, pétrole nationalisé et construction d'infrastructures de base à travers tout le pays. L'opposition menée par Alain-Claude Bizet, ancien candidat à la présidentielle d'avril dernier, dénonce au contraire un échec et la pérennisation de l'ancien système. Des divisions que le président Oligui Nguema appelle à dépasser. L'heure n'est plus aux divisions stériles, a-t-il lancé dans son message. Preuve que la réconciliation nationale est peut-être en marche. La grâce présidentielle accordée ce jour à Kelly Ondo Obiang et ses co-détenus accusés de tentative de putsch en 2019. Une décision symbolique en pleine parade militaire à Tchibanga. C'est au terme d'un match spectaculaire que le Maroc a remporté son 3e CHAN, championnat d'Afrique des Nations de football. Les Lions de l'Atlas ont battu des valeureux Malgaches 3-2. Le Maroc devient ainsi la première nation à remporter 3 fois la compétition. Notre correspondant Bastien Renouille a assisté à cette finale. Regardez. Quel scénario dans cette finale. Le Maroc a dominé toute la rencontre, mais au football, dominer n'est pas gagné. Et c'est Madagascar qui a ouvert le score en premier. Une magnifique frappe à l'extérieur de la surface qui vient passer par-dessus le gardien et termine dans la lucarne opposée. Le Maroc marque ensuite 2 buts. Et puis, en début de deuxième période, Madagascar égalise. Le stade est en folie suite à cette égalisation. Il faut attendre la 80e minute pour que Lamlaoui, le joueur marocain, vienne marquer un superbe tir des 40 mètres qui passe par-dessus le gardien malgache et qui vient donner la victoire au Maroc. Écoutez la joie des supporters. J'ai trouvé que l'équipe s'est super bien défendue. Ils ont aussi eu pas mal d'occasions de marquer. J'ai trouvé que l'équipe de Madagascar était aussi très bien. L'ambiance était géniale. Je trouve que le Kenya a super bien géré l'organisation des matchs. Donc voilà, on est tous contents. On avait quand même peu de doutes sur la victoire des Marocains. On est quand même double tenant du titre. Mais ouais, c'était pas mal d'émotions. Un succès pour le Maroc, mais également pour les 3 pays organisateurs, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Les 3 pays se sont qualifiés pour les quarts de finale. C'était un objectif sportif. Et puis en termes d'organisation, eh bien ce CHAN s'est plutôt bien passé. Les stades étaient régulièrement remplis. Cette finale avait une belle affluence ici dans le stade Kasarani de Nairobi. Quelques petits incidents de sécurité à dénoter au cours des premiers matchs ici au Kenya. Des incidents qui ont été résolus pour la suite de la compétition. C'est un festival qui s'est imposé comme l'un des rendez-vous les plus prestigieux et populaires de la scène africaine et de la diaspora. L'Afrique Festival fête ses 20 ans à Paris dans un concert géant au Parc des Princes les 6 et 7 septembre prochains. Au programme, concerts, espaces d'échange, projections de films et documentaires africains et des ateliers d'animation. Pour en parler avec nous ce soir, Manouté Seri, le promoteur de ce festival. Bonsoir. Bonsoir Khalidou. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique de France 24. Merci. Donc je le disais, 2003, première édition du festival, notamment à Newcastle et à Londres. Plus de 20 ans après, l'événement est entré dans une autre dimension. Racontez-nous les différentes étapes du développement de cet événement. Alors, le festival est né quand j'étais étudiant à Northumbria University à Newcastle. Et c'était pour promouvoir la culture africaine. Parce qu'en Angleterre, c'est un peu difficile, surtout pour les francophones, d'être valorisés. En fait, il y a plus d'anglophones, donc c'est les pays du Ghana, Nigeria et autres. Et donc, on a envoyé ce projet et on a eu l'accompagnement des autorités locales, le ministère de l'immigration, la BBC Afrique, pour vraiment promouvoir la diversité. Et de fil en aiguille, c'est devenu un grand truc. On a eu l'honneur de recevoir de grands chanteurs comme Père à son âme, Mori Kanté, Alpha Blondy, Angélique Kidjo, et ces autochtones-là venaient découvrir notre culture et par là, on transmettait aussi un message du vivre ensemble. Et cette année, comme je le disais, il y a un grand concert, c'est la 20e édition.
grand concert, c'est le 6 et 7 septembre au Parc des Princes. C'est encore en collaboration avec la mairie de Paris. Quels artistes ont confirmé leur présence? Faites-nous saliver. Alors, on a encore des annonces à faire, mais so far, en fait, on a Didi B, on a Yodé Siro, on a Flobi du Burkina Faso, on a Zoué du Maroc, on a Sekoba Bambino de la Guinée, je ne peux pas tout citer, mais on a pas mal d'artistes africains qui viendront vibrer pour une première fois, au Parc des Princes, au cœur de Paris. Et c'est un festival, comme je disais, avec un concert géant qui réunit la crème des artistes africains que vous venez de citer, mais pas que. Il y a le village d'Afrique. Parlez-nous-en, c'est quoi? Alors, le village d'Afrique, c'est là où on retrouve la couleur africaine. Parce qu'on a la gastronomie africaine, ça veut dire on peut trouver le ndolé du Cameroun, la loco de la Côte d'Ivoire, le tchèp du Sénégal, et on a aussi des stands, des habits africains, des colliers. En fait, c'est ce qu'on peut retrouver à Djamé ou à Dakar ou à Conakry, dans un marché qu'on essaie de recréer, et on demande à tous les Africains de la diaspora de s'habiller fièrement dans leur habit africain. Là, je suis dans un boubou guinéen de Conakry. Donc, que nous soyons fiers de notre culture, de nous-mêmes et d'où on vient. Et on voit qu'il y a une volonté d'associer les afro-descendants et la diaspora. Oui, parce que depuis l'Angleterre, on a eu un peu de problème parce qu'on se concentrait trop sur l'Afrique, sur le continent. Et on a nos frères de la Jamaïque, de Barbados et autres qui se sont dit, mais nous aussi, on fait partie de l'Afrique. Donc, pour les 20 ans, on fait un clin d'œil à tous les afro-descendants. Le thème de cette année, c'est vivre ensemble dans la différence. Pourquoi avoir choisi ce thème? Quel est le message derrière? Alors le message, le monde de maintenant est très difficile, hein, et le continent africain souffre. Et si la culture peut jouer un rôle, moi je pense que on aurait aussi gagné. Je dis toujours que nos parents au pays écoutent beaucoup aussi les jeunes de la diaspora, les enfants qui sont ici, parce que de temps en temps, c'est nous qui faisons le transfert pour aider. Et donc, montrer que on peut apporter notre culture et que nous faisons désormais partie d'où on vit, parce qu'on a nos enfants vont à l'école ici, nous aussi on va à l'école, et c'est de dire aux autochtones, on leur dit merci, mais désormais on fait partie de leur société et on contribue aussi de notre manière à la société, d'où que ça soit en Angleterre, que ça soit en France. Donc vivre ensemble dans la différence et s'accepter aussi surtout. Moi je pense que c'est un message, et si la culture peut jouer ce rôle-là, je pense que apporter en fait son petit grain de sel, je pense que ça serait cool. Et au niveau du développement du festival, vous êtes fait tout seul, comme j'ai dit, en 2003 à Newcastle, mais est-ce que quand même vous avez essayé d'impliquer les gouvernements africains? Est-ce que vous êtes accompagné par des gouvernements africains pour aider à développer votre festival? Alors, c'est un peu la nouveauté des 20 ans d'ailleurs. Comme je disais, j'étais en Guinée, j'ai été invité par le gouvernement guinéen qui est beaucoup intéressé. Et nous sommes toujours en discussion, même si c'est à 7 jours de l'événement. Mais on a aussi rencontré des ambassades de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Maroc, en fait de tout le monde, afin de les associer, parce que c'est pas que pour la diaspora, mais ces pays africains là aussi, avec le message qu'on veut porter, on se dit que on peut aussi faire un pont entre l'Europe et l'Afrique, parce que bon, on sait comment ça se passe aujourd'hui, et si la culture peut jouer ce rôle-là, c'est bien. Surtout actuellement, on sait qu'il y a un désamour envers la France dans plusieurs pays africains, et vous pensez que à travers ce festival, à travers la culture, à travers ces artistes, ça peut faire un pont entre la France et l'Afrique. C'est ce que vous dites? Oui, et on a un soutien institutionnel qui n'est pas des moindres. On a le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères de la France, qui est le parrain, qui a accepté d'être le parrain. Et Jean-Noël Barrot? Monsieur Jean-Noël Barrot. Et il sera d'ailleurs au festival, et il est très motivé, son cabinet, et là je fais un clin d'œil à son cabinet qui travaille beaucoup pour que ce festival-là transmette vraiment ce message-là de pont surtout, parce que ils veulent que la diaspora
sache que la France aussi, nous, on n'est pas trop politique. Nous, on amène la culture. Si ça peut, comme je disais tantôt, si ça peut apporter quelque chose entre les deux peuples, c'est toujours, j'aime toujours dire cool, mais c'est toujours cool. Votre message est passé. Merci beaucoup, Manu Pesseri. Merci. Je rappelle que vous êtes le promoteur du festival qui aura lieu le 6 et 7 septembre prochain avec un grand concert au Parc des Princes avec beaucoup d'artistes africains. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique de France 24. Thank you so much. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24 car l'information continue.